Eh ben, en théorie, on doit être là, je crois. Est-ce Normalement. qu'on est là? Bonjour à tous. Hello. Hello. Alors, c'est un peu étrange. Vous nous voyez. Nous, on Ah là, il voit y a que vos noms. Alors, vous êtes très nombreux. C'est cool. On est super content que vous soyez là. Beaucoup de noms qui apparaissent dans les participants. Vous êtes actuellement 130. Donc, c'est super. On est super content que vous soyez là, que vous soyez au rendez-vous. Moi, je suis Sébastien Lost et Solène Lagré va nous faire une présentation aujourd'hui. Moi, je suis là surtout en tant qu'animateur de FLUPA, de l'association FLUPA. C'est une conf qui attire beaucoup de monde. Il y a déjà plus de 250 inscrits, donc ça veut dire que c'est sans doute un sujet qui intéresse. Aujourd'hui, on va parler des jobs to be done. Solène, t'en avais parlé en fait dans un podcast, le podcast d'Axel, Axel Souria, qui s'appelle Product Squad. Ça devait être en novembre. J'avais écouté ce podcast, j'avais trouvé ta présentation géniale, franchement, super bon podcast. Merci. Puis ça m'a donné envie que tu viennes en parler avec nous, avec du coup la communauté plutôt autour du design UX, pour qu'on puisse voir comment nous, en tant que designer UX, on peut utiliser cette méthode et comment on peut s'en servir, notamment pour la recherche, pour l'UX Research. Ouais. Je te laisserai peut-être te présenter en 3 minutes. Ensuite, je présente FLUPA et puis ensuite, je te laisserai enchaîner sur ta présentation, si tu veux. Ouais, Ok, ça marche. vas-y, je te laisse te présenter par toi-même, ce sera mieux. Super. Merci Sébastien. Bonsoir à tous. Ravie d'être là pour discuter de Jobs to be done. Rapidement sur mon parcours, donc moi j'ai eu la chance de travailler dans différentes startups aux États-Unis, à Londres et à Paris. Et en fait, j'ai travaillé dans différents secteurs, d'abord la finance et puis ensuite plutôt la santé. Et c'est vraiment là que j'ai découvert la théorie des jobs to be done. Et ce qui m'a vraiment intéressée, c'était l'aspect émotionnel pour comprendre les besoins un petit peu plus profonds de ces utilisateurs et en fait toutes les questions que ça a amené à se poser. Et donc voilà, c'était pour ça que j'avais envie de partager sur ce sujet que moi je trouve super intéressant, qui m'a aidée dans ma pratique du métier. Et je travaille au quotidien avec des designers. Et donc, on travaillait ensemble sur comment les jobs to be done peuvent nous aider dans notre job à mieux comprendre nos utilisateurs. Donc, c'était un petit peu l'idée de partager ce soir. Ok, cool. Effectivement, je rentre un tout petit peu dans le sujet, mais je te laisserai le faire de manière plus exhaustive par toi-même tout à l'heure. Mais c'est vrai que le sujet des émotions, quand on parle des jobs to be done, c'est pas nécessairement le sujet qui vient en premier. Donc, les jobs to be done, c'est très associé à l'innovation, aux produits, au design de service éventuellement. C'est vrai que l'émotion, c'est pas ce qui vient en premier. Du coup, l'axe que tu choisis, et qui est celui aussi qui correspond à ton expérience, il est vachement intéressant et puis il est effectivement vachement en phase avec ce que nous on fait en UX, c'est-à-dire effectivement s'intéresser au ressenti des gens et aux émotions aux utilisateurs. Ouais. Écoute, je vais prendre 5 minutes juste pour présenter l'association que je représente ce soir, donc FLUPA. Je vais juste partager quelques slides. Promis, je ne prends pas trop de temps pour ça. Donc FLUPA, c'est l'association des professionnels de l'expérience utilisateur. C'est une association qui est présente en France, mais aussi dans d'autres pays, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, au Québec. On a plusieurs antennes, 19 je crois actuellement. On est présent donc dans 5 pays. Et on fédère, on essaye en tout cas, c'est notre rôle, de fédérer les professionnels du design UX, de l'expérience utilisateur, de la conception centrée utilisateur. En réalité, un peu plus que ça, parce que parfois, on n'est pas juste designer UX. Parfois, on fait de l'UX et puis on fait aussi du produit. On fait de l'UX, on fait aussi de l'UI, etc. Donc, le champ est un peu plus large que ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'on essaye de créer une communauté
Et pour ça, on essaye aussi d'être présent dans les grandes villes de France, notamment à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier, à Marseille. Et dans chacune de ces villes, eh bien, on essaye de créer des événements qui vont aider à promouvoir nos pratiques professionnelles, mais aussi à faire en sorte que le réseau se rencontre. Je vais un peu vite dans mes slides. Que le réseau se rencontre, que les gens se rencontrent dans des événements qui sont parfois très informels, des apéros, et puis des fois dans des ateliers, et puis parfois dans des conférences plus formelles, et parfois dans des événements qui ne sont pas juste des événements locaux à l'échelle de nos antennes locales. Moi, je représente l'antenne de Bordeaux. Parfois, c'est des événements à une échelle plus nationale, notamment les UX Days, qui est, je pense, un des plus grands événements francophones concernant l'UX design, qui a lieu tous les ans à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. C'est sur 2 jours. Bon, évidemment, cette année, ça n'a pas eu lieu. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Le thème cette année, c'était les futurs réinventés. Je crois que le futur a bien été réinventé là dernièrement, donc je crois qu'on était bien dans le thème. C'est un événement qui se déroule sur 2 jours avec une première journée qui concerne des ateliers, une seconde journée qui est faite de conférences. Ça attire à peu près 1 millier de professionnels, donc c'est un bel événement, c'est très cool. Et puis on a un deuxième événement qui est un petit peu plus confidentiel, on va dire. Je crois qu'on devait être 150 la dernière fois. Donc c'est un UX Camp, donc c'est le principe du Barcamp, c'est-à-dire que c'est les participants qui font l'événement, c'est les participants qui choisissent les sujets, et puis c'est les participants qui animent les ateliers. Donc c'est les participants qui font tout. Donc c'est aussi l'occasion de découvrir entre pairs, entre professionnels, entre collègues, et puis de partager. Ça commence avec une soirée. La dernière fois, notre invité pour la soirée, c'était Étienne Mineur. Et puis, c'est une soirée qui permet effectivement de se rencontrer. Et puis, le lendemain, on a tous les ateliers le temps d'une journée. Flupa, évidemment, ne serait rien sans ses adhérents. Actuellement, on a 133 adhérents. Adhérer à Flupa, ça te permet de soutenir l'association, ça te permet de bénéficier de pré-vente lors des UX Days, ce qui n'est pas anodin quand on sait que, en général, les places pour les UX Days, en 20 minutes, elles sont parties. Donc, c'est un peu comme un concert de rockstar, il faut aller très, très vite. Donc, les adhérents ont le droit à des préventes, donc c'est un vrai avantage. Et puis, ils ont le droit aussi à des tarifs préférentiels sur nos événements UX Days, UX Camp. Donc, si vous voulez adhérer, n'hésitez pas, allez sur le site. En plus, il est tout beau, tout neuf, le site. Donc, vous découvrirez notre nouveau site et puis vous pourrez adhérer directement en ligne. Si vous voulez nous suivre et suivre l'actualité de Flupa, en savoir un peu plus sur ce qui se passe dans la communauté UX, eh bien, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, LinkedIn, YouTube, Facebook, etc. Vous verrez que sur YouTube, on a pas mal de vidéos qui ont disparu parce qu'on s'est fait hacker, mais on va retrouver tout ça, on va tout remettre en ligne. On a un compte Twitter, pareil, qui avait un peu été hacké. N'hésitez pas à vous réabonner à tous ces comptes. Tout est redevenu dans l'ordre depuis quelques jours. Je ne vais pas parler davantage. Solène, je te laisse la parole. Donc, je vous rappelle que ce soir, le thème, c'est les jobs to be done. C'est une méthodologie. C'est une méthodologie qu'on n'utilise pas forcément beaucoup en design UX. Ce n'est pas une méthodologie de designer UX. Ça n'a clairement pas été inventé par un designer UX. Dans les années 60, c'était plutôt le marketing. Et puis, plus récemment, c'était plutôt dans l'innovation. Ça vient doucement par le product design. Et vous allez voir qu'on peut effectivement aussi s'en servir en design UX, notamment quand on aborde le sujet des émotions. Je te laisse la parole, Solène. Merci beaucoup, Sébastien. Ok, alors super. Je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que c'est bon?
dites-moi si vous voyez bien. Ouais, super. Donc là, l'idée, un petit peu en termes de temps, moi, je vais essayer de passer maximum 30 minutes à présenter, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est Jobs to be done, et puis ensuite voir concrètement comment on peut l'appliquer, notamment dans notre métier quand on est designer ou quand on travaille sur le produit, dans des équipes produits. Donc, sur 3 thèmes principaux, comment on peut utiliser Jobs to be done dans sa recherche utilisateur, dans sa conception produit, et puis dans sa mesure de la satisfaction de nos utilisateurs. Et donc, une fois que j'aurai passé un petit peu ce premier temps de notre échange, passer plutôt sur un moment où on pourra échanger sur des questions que vous pouvez avoir, des partages d'expériences, ou alors revenir sur des choses qu'on aura vues un petit peu avant. Donc, voilà un petit peu le programme. Alors, pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Quel est, selon vous, le point commun entre, du coup, un livre, un verre de vin, jouer du ukulélé, se promener ou alors faire un jeu de société? Je vous laisse donner vos réponses. Alors oui, le plaisir, la détente. Ouais, divertissement. Exactement. OK. Donc, vous avez saisi l'idée. En fait, le point commun entre toutes ces choses, c'est que c'est tous des concurrents de Netflix. Donc, Reed Hastings, qui est le CEO de Netflix, il dit « Nous sommes en concurrence avec tout ce que vous faites pour vous détendre, et la bouteille de vin est l'un de nos plus féroces concurrents. » Donc là, en fait, ça, c'est vraiment l'idée qui se cache derrière les jobs to be done. C'est l'idée qu'en fait, quand un utilisateur va utiliser Netflix ou va boire du vin, c'est parce qu'en fait, il y a une motivation plus profonde derrière qui est, en l'occurrence, se détendre. Donc, pour le CEO de Netflix, c'est important de comprendre quelle est la motivation profonde de ses utilisateurs. Et donc là, c'est vraiment l'idée des jobs to be done. Donc, job to be done, en fait, c'est une théorie qui est héritée de différents courants de pensée, notamment psychologiques, économiques, effectivement, avec tout ce qui touche à l'innovation, déjà avec Schumpeter, par exemple. Il y a 2 livres vraiment références sur ce thème, qui sont Competing Against Luck de Clayton Christensen et When Coffee and Kale Compete de Alan Clément. Et donc, l'idée, c'est en fait que c'est un mélange de pas mal de courants de pensée qui arrivent à s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'un utilisateur, à un moment, est intéressé par quelque chose et qu'est-ce qui va le motiver à utiliser un produit ou un service. Donc, effectivement, dès les années 60, on a un peu l'idée qui arrive, qui est de dire, finalement, les utilisateurs qui achètent une perceuse, par exemple, leur besoin derrière, c'est pas la perceuse, donc c'est plutôt qu'ils ont envie, par exemple, de faire un trou dans leur mur. Donc ça, c'est Theodore Levitt, qui est professeur à Harvard, qui explique un petit peu cette idée. Donc, il y a l'aspect un peu fonctionnel qui émerge en disant quand un utilisateur achète une perceuse, c'est parce qu'il y a un besoin derrière qui est fonctionnel. Et là où en fait, la dimension émotionnelle intervient et le job to be done va plus loin, c'est dans l'idée que finalement, les gens, ok, peut-être qu'ils veulent un trou dans leur mur, mais pourquoi et quelle est leur vraie motivation derrière? Donc là, on arrive sur une dimension un petit peu plus émotionnelle qui va être, par exemple, en fait, ce dont j'ai vraiment envie, ma motivation, c'est d'avoir des photos de personnes que j'aime chez moi. Et donc, du coup, peut-être que effectivement, je vais avoir envie d'accrocher un cadre et donc de faire un trou dans mon mur et donc, je vais avoir besoin d'une perceuse. Mais peut-être qu'aussi, il y a d'autres façons de le faire. Et donc là, par exemple, sur cette image, on voit une personne qui a des photos sur une sorte de guirlande, où là, je ne vais pas avoir besoin de faire un trou dans mon mur, ni du coup d'acheter une perceuse. Donc ça, c'est un peu aussi l'idée de dire, il y a une motivation qui est un petit peu plus profonde quand on va acheter quelque chose, ou quand on va consommer ou utiliser un produit. Et c'est cette motivation-là qu'on veut vraiment arriver à saisir. Donc, Cathy Sierra, qui est auteure du livre Badass Making Users Awesome, elle arrive vraiment avec l'idée de dire, en fait, quand on va concevoir des produits, donc par exemple, si on veut concevoir des appareils photo, notre but, c'est pas tellement de créer de meilleurs appareils photo, c'est de créer de meilleurs photographes. Donc, en fait, ça, c'est l'idée de dire qu'un utilisateur va n'utiliser notre produit que parce qu'il souhaite effectuer un progrès.
un progrès vers son job to be done. Donc, si on reprend l'exemple de Netflix tout à l'heure, le progrès, c'est je veux être une personne plus détendue. Et donc, un des moyens d'y arriver, ça va être regarder Netflix, mais ça peut aussi être boire du vin. Donc voilà, l'utilisateur ne veut pas un produit, un service ou une fonctionnalité, il veut un progrès. Et donc, ça veut dire que nous, quand on va concevoir des produits, donc par exemple des appareils photo, on va devoir garder en tête le progrès que l'utilisateur souhaite faire, donc être un meilleur photographe, plutôt que se concentrer seulement sur notre produit, qui va être l'appareil photo. Une autre idée assez forte qui est introduite par Tony Ulwick, qui est créateur de la méthode Outcome Driven Innovation, qui est une méthode qui se base aussi sur les jobs to be done. C'est l'idée qu'en fait, un job est constant. Il ne change pas avec le temps. Donc, en fait, le job, c'est vraiment la motivation qui est complètement indépendante de la solution. Et après, il va y avoir plusieurs solutions qui vont évoluer avec le temps, notamment, et avec des innovations au fil des années, pour répondre de mieux en mieux potentiellement à ce job. Donc là, par exemple, on a 2 jobs qui sont représentés. Il y a un job qui peut être je veux me déplacer d'un point A à un point B pour aller voir, par exemple, des personnes que j'aime. Et ensuite, en bas, j'ai un temps de trajet, par exemple dans le train, et donc je veux me divertir ou alors je veux m'informer sur ce temps-là. Donc la solution, ça pouvait être un cheval ou alors lire un journal, mais ça pouvait être aussi du coup la voiture. Et puis maintenant, avec les smartphones, comme on voit sur la photo en bas à droite, dans le métro, ça peut être aussi lire les informations, par exemple, sur son smartphone. Donc là, ce qui est quand même très important, c'est de se dire que finalement, l'innovation n'est possible qu'à partir du moment où on comprend le job et on n'essaye pas de repartir d'une solution, mais plutôt du job. Donc d'aller un cran derrière, un cran avant. D'ailleurs, il y a une phrase assez connue de Ford qui disait « Si on avait demandé aux utilisateurs ce qu'ils souhaitaient, ils auraient dit des chevaux plus rapides. » Et donc lui, il est parti sur complètement autre chose en créant la voiture. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, 2 personnes très différentes peuvent partager un même job. Donc là, par exemple, si on imagine qu'on parle du job « je veux m'évader et rêver », donc pour ça, je vais aller au cinéma, par exemple. Ça peut être le job de Tim, qui a 3 ans, qui vit aux États-Unis. Et puis, ça peut aussi être le job de Margaret, qui a 90 ans et qui vit à Londres. Ça veut aussi dire que la même personne peut utiliser le même produit pour répondre à 2 jobs différents. Donc, par exemple, une pizza, ça peut être une réponse à un premier job qui est je veux partager un instant romantique avec la personne que j'aime. Donc, on va aller dans un petit restaurant italien, on va manger une bonne pizza. Mais ça peut être aussi je veux vivre un moment convivial avec des amis sans avoir besoin de cuisiner. Donc, on va commander des pizzas. Donc là, on voit l'importance du contexte, en fait, qui est intrinsèque au job. Enfin, dernière idée vraiment intéressante dans la théorie des jobs to be done, c'est que le choix d'une solution, donc le choix d'une alternative, c'est aussi le renoncement à une autre solution, à une autre alternative. Donc là, si on regarde ce petit schéma où on voit à gauche la solution qu'on aurait actuellement et puis à droite une potentielle nouvelle solution, on va avoir 4 forces qui vont être contraires et qui vont créer des émotions contradictoires en nous. 2 forces qui vont nous pousser à switcher et à changer vers la nouvelle solution. Et on va avoir 2 forces qui vont plutôt nous retenir et nous pousser à rester avec la solution qu'on a. Donc, si on regarde ces 4 forces, la première force qui va vraiment nous encourager plutôt à changer, ça va être le problème qu'on a avec notre solution actuelle. Donc, je prends l'exemple de quelqu'un qui a mal au dos parce que son matelas est trop vieux et lui fait mal au dos. Donc ça va être quelque chose qui, tous les matins, va lui rappeler que son matelas actuel, ça ne va pas, donc il faudrait peut-être qu'il change de matelas. Une autre force qui va vraiment le pousser aussi à aller vers ce nouveau matelas, c'est l'aspect potentiellement génial du nouveau produit. Et du coup, finalement, c'est là son job to be done. C'est ah oui, mais si j'avais ce matelas qui est super bien avec cette nouvelle technologie la forme là, sur le matelas, mémoire de forme, et bah, du coup, je serais de meilleure humeur au travail et à la maison.
et eh bien, je pourrais être une meilleure personne. Donc ça sera vraiment génial et ça me donne envie d'aller vers ce matelas. À l'inverse, on a quand même des raisons qui vont nous dissuader de changer. Donc la première, ça va être vraiment tout ce qui est anxiété et incertitude par rapport à la nouvelle situation, à la nouvelle solution qu'on va choisir. Donc, qu'est-ce qui se passe si le matelas que j'achète, en fait, il n'est pas mieux? Ça se trouve, il m'aura coûté cher et puis je ne sais pas comment le choisir. Enfin, voilà, c'est un peu d'anxiété. Et puis, en plus, il y a aussi la force des habitudes et puis de l'attachement à ce qu'on a. Donc, c'est vrai que bon, le matelas que j'ai, au moins, voilà, je sais comment il est. Et puis, en plus, c'est le matelas que mon grand-père m'avait offert quand je suis allée m'installer pour faire mes études. Et du coup, ça me ferait aussi un petit peu mal au cœur peut-être de le jeter. Et donc, en fait, ce qui est important de voir, c'est que toutes ces forces-là et toutes ces émotions qui peuvent être contradictoires, elles entrent en jeu à chaque fois qu'on a un job to be done et qu'on se pose la question de comment on va y répondre. Et donc, nous, ça veut dire qu'en tant que designer ou que product manager, il faut qu'on comprenne à la fois la façon dont on va montrer l'attraction de notre super matelas, mais il faut aussi qu'on comprenne les 3 autres forces qui vont retenir ou pousser notre utilisateur afin de l'accompagner au mieux. Donc là, il y a pas mal d'idées. Si on essaie de récapituler, il y a vraiment 3 idées fortes sur les jobs to be done. La première, c'est que le job, c'est en fait la motivation profonde de nos utilisateurs lorsqu'ils utilisent nos produits dans un contexte précis. Donc là, c'est l'idée, est-ce que je veux une perceuse ou en fait, ce que je veux, c'est des photos des gens que j'aime chez moi. Deuxième idée, les alternatives à notre produit, d'un point de vue utilisateur, c'est ça qui va définir notre concurrence, notre vraie concurrence. Donc Netflix ou la bouteille de vin. Et troisième idée, décider de choisir un produit, c'est aussi décider de renoncer à un autre produit, à une alternative. Et en fait, cette décision, elle fait naître des émotions contradictoires. Donc, c'est les 4 forces contraires et c'est important de toutes les comprendre. Ok, donc voilà, un petit peu l'idée de départ de Job to be Done. Concrètement, comment est-ce qu'on peut s'en servir au quotidien pour arriver à mieux faire notre métier et à mieux comprendre les utilisateurs? Donc moi, j'avais envie d'aborder 3 façons d'utiliser Jobs to be Done. La première, c'est utiliser Jobs to be Done pour sa recherche utilisateur. Ensuite, on parlera de conception produit et ensuite, on parlera de mesure de la satisfaction client. Donc, si on commence avec la recherche utilisateur. En fait, l'idée d'une interview utilisateur basée sur la méthodologie Jobs to be Done, ça va être de comprendre le job de la personne. Donc, ça va être des interviews qui vont se concentrer plutôt sur qu'est-ce qui a fait, quel est le job en fait qui a émergé chez cette personne pour qu'elle choisisse d'utiliser notre produit, plutôt que qu'est-ce qu'elle juge, est-ce qu'elle est satisfaite de notre produit. Donc c'est plutôt sur quel a été tout le processus qui l'a amené à choisir aujourd'hui notre produit, et du coup quel est son job, plutôt que le produit lui-même. Donc là, on reprend l'idée que le contexte précis dans lequel le job va émerger, il est clé pour comprendre ce job. Et donc, du coup, il y a une technique assez intéressante pour comprendre tout ce contexte-là, c'est la technique d'écrire un scénario. Et donc, imaginez qu'en fait, notre utilisateur est le personnage principal d'un scénario qu'on écrit, un petit documentaire. Et en fait, on va essayer vraiment de recréer toute cette histoire qui s'est passée entre le premier moment où le job a émergé et jusqu'au moment où, du coup, la solution a été choisie pour répondre à ce job. Donc ça, c'est une technique assez intéressante que Airbnb, par exemple, a mis en place pour comprendre qu'est-ce qui pousse, par exemple, des hôtes à mettre en location leur maison et aussi qu'est-ce qui fait qu'un voyageur va choisir Airbnb. Donc là, pour comprendre vraiment le contexte, par exemple, d'un hôte, ils vont se dire, OK, donc les personnes qui ont mis sur Airbnb leur maison, qui sont-elles ? Est-ce que c'est des hommes, des femmes ? Est-ce que c'est un couple ? Quel âge ils ont ? Où est-ce qu'ils habitent ? Est-ce que c'est plutôt en ville ? Est-ce que c'est plutôt à la campagne, près de la mer ? Quelle est leur situation familiale, financière ? Qu'est-ce qui leur a donné envie de faire ça ?
Est-ce que ça leur crée, en termes d'émotionnel aussi, est-ce qu'ils sont plutôt inquiets à l'idée d'avoir des gens qui sont chez eux, ou au contraire, est-ce qu'ils sont plutôt contents et peut-être soulagés parce qu'ils ont cette maison qui est vide et du coup, c'est une façon pour eux de la rentabiliser. Toutes ces choses-là, ça va être des choses hyper importantes à définir. De la même façon, sur les voyageurs, ça va être quand la personne arrive sur son lieu de voyage, comment est-ce qu'elle est accueillie, comment elle se sent, est-ce qu'elle est fatiguée après son voyage, avec qui elle est qu'elle a beaucoup de sacs, est-ce qu'elle trouve facilement, des choses comme ça. Et donc, en fait, tout ça, ça va nous aider à comprendre le job derrière. Donc, en fait, il y a 2 outils un peu pratiques qui vont nous aider à faire ça. Il y a l'outil de la chronologie et du coup, il y a l'outil des 4 forces. Donc, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est repartir du moment d'achat ou de quand on va s'inscrire et repartir ensuite dans le passé pour essayer de retracer en fait toute la chronologie qui a mené vraiment de la première idée à ce moment clé. Si je prends l'exemple du coup de quelqu'un qui a acheté un matelas. Imaginons donc c'est un homme qui est au Leclerc un samedi avec sa famille, donc son épouse, ses 2 enfants. A priori, il n'est pas allé chez Leclerc pour acheter un matelas. Et puis en fait, au bout de 45 minutes de course, il achète un matelas. Donc ça peut paraître presque un achat impulsif. En fait, on se dit, oula, ok, il a acheté un matelas, quoi. Alors, on va essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avant, grâce à notre interview de Jobs to be Done. Et en fait, on va remonter dans le temps et on va se rendre compte que finalement, en fait, la première fois qu'il y a pensé, c'était en fait il y a déjà 1 an. Parce que c'est le jour où il s'est réveillé, il avait vraiment mal partout et il n'en pouvait plus. Et donc, il s'est dit, non, mais là, c'est pas possible, il faut peut-être que je change de matelas. Donc là, ça, c'était vraiment un événement clé. Mais après, il y a eu toute une phase de recherche un petit peu plus passive où il s'est dit, ah, mais c'est intéressant parce que, par exemple, quand je suis en déplacement professionnel, je me rends compte que j'ai plus mal au dos. Donc, ça doit être mon matelas. Donc, ça gamberge un petit peu dans son esprit. Ensuite, il y a peut-être un autre élément important, un événement un peu clé 6 mois avant qui va être que son épouse se réveille et elle aussi, elle a super mal au dos. Donc là, tous les deux, ils vont se dire, bon, ok, il faut peut-être qu'on change. Ils vont rentrer du coup dans une deuxième phase qui va plutôt être une phase active. Et donc, ainsi de suite, remonter le fil de l'histoire pour arriver au moment où il a acheté le matelas. Donc ça, c'est la chronologie. Et ensuite, une fois qu'on a cette chronologie avec un peu les moments clés et puis les phases importantes, on va venir utiliser nos 4 forces. Donc, par exemple, là, c'est ce qui est représenté à droite avec les petits post-it jaunes et puis les petites bulles vertes ou rouges. C'est à chaque fois identifier dans chaque moment clé quelles ont été les émotions qui l'ont plutôt poussé à acheter, mais aussi celles qui l'ont retenu. Et ça va être très important, notamment les rouges, parce que ça va être toutes nos opportunités, notamment en termes de design, d'améliorer l'expérience. Donc ça, c'est vraiment la partie recherche utilisateur. Comment on va essayer de recréer l'histoire de la personne pour comprendre en profondeur et dans sa complexité le job, dans les petits détails qui vont faire la subtilité du job. Une fois qu'on a ça, donc on va passer plutôt à la phase de conception produit. Et en fait, notre job, ça va devenir vraiment notre guide, à la fois pour avoir une vision produit, mais aussi pour créer l'expérience et le design de notre produit. Donc là, j'avais mis des petites vidéos, mais il me semble qu'elles ne marchent pas. Parce qu'on a fait un petit test tout à l'heure. Bon, je ne sais pas si vous entendez, en tout cas, moi j'entends, c'est très agréable. Donc en fait, c'est un lac, et puis on entend le bruit de l'eau, on entend le bruit des oiseaux. Voilà, on est complètement immergé. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Donc là, on est plutôt dans l'univers de la méditation. Et j'ai pris l'exemple d'une application qui s'appelle Calm, dont l'objectif est donc d'aider les gens à méditer. Mais donc finalement, si on se pose la question du job to be done des utilisateurs de Calm, c'est justement de devenir plus calme, d'être plus serein, de retrouver une sorte de paix intérieure. Et eux, en fait, ils sont vraiment partis sur l'aspect nature, en prenant le pari que
en immergeant les personnes, les utilisateurs dans la nature, c'est ça qui allait leur apporter le calme et la sérénité qu'ils recherchaient. Donc là, ils jouent également sur l'aspect émotionnel et sensoriel avec donc des visuels et puis des sons qui nous donnent vraiment l'impression d'être sur le lieu. Donc là, à gauche, c'est un lac et puis à droite, c'est une plage. Donc on a l'impression de pouvoir être voilà, sur cette plage. Et en fait, ils en ont fait un principe tellement fort dans leur design produit que dans l'application, vous pouvez... donc, tout est organisé autour de la navigation dans cet environnement de nature. Et donc, ça veut dire que n'importe quelle méditation va être sur ce fond de nature. Donc, c'est vraiment comme si vous étiez sur la plage et puis que vous aviez quelqu'un à côté de vous qui vous parlait pour votre méditation. Donc, ça, je trouve ça très fort. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai vécu vraiment d'un point de vue utilisateur, pour le coup, ce job to be done et ce choix. Et notamment, le contexte est important pendant le premier confinement. Donc, en fait, pour partager un petit peu voilà, cette anecdote, si on reprend un peu ma timeline d'utilisatrice, ça faisait un certain temps que j'avais en tête de me mettre à la méditation. Il y a eu plusieurs événements importants qui m'ont avancé dans ma timeline. Donc, ça a été, par exemple, des discussions avec des amis qui eux-mêmes méditaient. Et puis, en fait, il y a le moment où vraiment j'ai voulu passer le cap et puis m'inscrire à une application de méditation, ça a été le confinement. Confinement, donc ça veut dire que j'étais dans mon appartement parisien sans accès à la nature. Et donc, en fait, j'ai téléchargé plusieurs applications. Donc là, on a 3 concurrents. Et en termes de contenu, c'est vrai qu'elles sont quand même toutes assez comparables. Et en fait, Calm, donc c'est celle du milieu, c'est vraiment la seule qui, pour moi, avait compris, en fait, ma motivation profonde, qui était me reconnecter avec moi-même et recréer ce lien avec la nature que j'avais plus. Et instantanément, le fait d'être immergé comme ça dans cet environnement, c'est vrai que ça calme, quoi. Donc ça, je trouvais ça très fort. Autre chose, notamment sur le produit, mais aussi sur le design, quand on a compris, du coup, le job de nos utilisateurs, non seulement on va pouvoir créer toute cette expérience pour répondre au mieux à ce job, mais ça va aussi nous aider sur pas mal de choses. Déjà sur la vision claire qu'on veut avoir, en termes de vision de produit, mais aussi sur s'il y a des choix de priorisation, par exemple, quand on va créer des fonctionnalités. Est-ce que je priorise la fonctionnalité pour catégoriser mes méditations? Donc là, on voit sur les 3 écrans, en fait, que c'est assez organisé. Donc ça, c'est une des fonctionnalités possibles. Ça peut être aussi une autre fonctionnalité sur, justement, créer cette immersion dans la nature. Et en fait, une fois qu'on a compris le job, on sait que c'est l'immersion dans la nature qui va vraiment prendre le pas et qui doit être prioritaire par rapport à la classification des méditations ou à d'autres fonctionnalités. Dernière idée sur comment les jobs to be done peuvent nous aider, et cette fois-ci pour mesurer la satisfaction client. Donc, une fois qu'on a compris le job de nos utilisateurs, une fois qu'on a conçu des produits et une expérience qui va essayer d'y répondre au mieux, comment on mesure qu'elle y répond vraiment? Donc là, une nouvelle fois, si on se dit que nous, ce qui est important pour nous, c'est pas tellement de se concentrer sur créer le meilleur produit, mais surtout de se concentrer sur comment créer le meilleur progrès pour notre utilisateur, on va essayer de vouloir mesurer quand même à quel point notre produit l'aide dans son progrès. Donc, plutôt que de dire est-ce que vous aimez notre produit et est-ce que vous le recommandez, on va s'interroger sur à quel point notre produit répond à votre progrès, à quel point notre produit vous aide à atteindre votre job. Alors, il y a un exemple assez intéressant de ça qui est Couchsurfing. Couchsurfing, c'est un site qui met en relation en fait des voyageurs et des gens qui sont prêts à accueillir quelqu'un sur leur canapé quelques nuits gratuitement. Donc, ça veut dire qu'en termes d'objectif design, je peux soit me dire mon objectif, c'est de mettre en relation des voyageurs et des hôtes, soit me dire quel est le job to be done de mes utilisateurs. Et donc là, je passe sur, en fait, peut-être que mon objectif design, c'est de créer des expériences
et des relations positives durables entre deux étrangers. Du coup, si je pars là-dessus, comment est-ce que je vais mesurer que j'y arrive? Et donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Couchsurfing, ils ont créé un indicateur qui s'appelle le temps positif net créé entre deux étrangers. Et donc ça, ils vont le mesurer en prenant d'un côté combien de temps ces deux personnes ont passé ensemble. Donc par exemple, si le voyageur est resté 5 jours chez son hôte, combien de temps ils ont passé, par exemple, à aller se promener ensemble pour que l'autre lui fasse découvrir sa ville ou des quartiers sympas, combien de temps ils ont passé autour d'un verre, par exemple. Et de ce temps-là, ils vont enlever le temps passé sur le site. Donc, ce qui est assez intéressant, parce qu'on pourrait se dire, je suis Couchsurfing, je veux mesurer combien de temps les gens passent sur mon site, et plus ils y passent de temps, et mieux c'est. En fait, non. Parce que là, on a compris que le job to be done de l'utilisateur, c'est plutôt justement d'avoir des expériences positives avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et de créer ces moments-là. Et donc, du coup, on va considérer que le temps passé sur Internet, ce n'est pas du bon temps. Et donc, en fait, ce qu'on va essayer de mesurer, c'est quel est le temps que Couchsurfing a créé. Et c'est un temps qui n'aurait pas existé si Couchsurfing n'avait pas existé. Donc, si ces deux personnes-là n'avaient pas utilisé Couchsurfing, elles n'auraient pas créé ces expériences, en fait, qui vont rester pour elles des expériences positives et potentiellement rester des relations durables pour se revoir s'ils reviennent dans la ville, etc. Donc, voilà un petit peu l'idée. Je vais m'arrêter là parce que je pense que voilà, je ne veux pas être trop longue et je pense que c'est intéressant qu'on échange et qu'on prenne un temps maintenant pour soit répondre à des questions, soit partager des expériences si certains d'entre vous ont utilisé eux-mêmes Job to be done, et ou alors si vous voulez revenir sur des points particuliers. Oui, alors en l'occurrence, il y a déjà des questions en fait qui sont apparues dans l'onglet questions. Tu m'entends, Solène, hein? Oui, je t'entends. Ok. Tout d'abord, merci pour cette présentation, c'était bien, encore une fois. Moi, j'avais déjà beaucoup apprécié le podcast, je le redis. Pour ceux qui n'étaient pas là, il y a un excellent podcast qui s'appelle Product Squad, pour lequel Solène était intervenue en novembre, je crois. Et c'est déjà une excellente présentation. Alors, c'était beaucoup plus axé sur le produit. Ça vaut le coup de l'écouter parce que du coup, le contenu était structuré différemment. Il y avait une approche qui était un peu différente. C'était intéressant. Il y a une question. Alors, je pense que peut-être tu t'y attendais. C'est une question de Gianni qui demande si les jobs to be done sont compatibles avec la manière un peu classique, une approche un peu plus classique qu'on peut avoir, qui est celle de créer des personas, de s'intéresser au parcours utilisateur, etc., qui est, on va dire, le framework un peu, le framework UX un peu de base qu'on utilise régulièrement. Alors, est-ce que les jobs to be done sont compatibles avec les personas? Moi, je pense que oui. En tout cas, nous, on a fait une sorte de combinaison en fait entre des personas et des jobs to be done. Encore une fois, je trouve que ce qui est intéressant dans le job to be done, c'est juste que c'est un éclairage différent qui met l'emphase sur l'aspect contextuel et puis aussi sur l'aspect motivation profonde et peut-être aussi émotionnel. Et ça va bien se compléter avec le fait qu'on a des informations sur la personne qui peuvent être plus factuelles en termes de style de vie, mais aussi en termes de goût. Nous, en fait, on avait créé des sortes de cartes d'identité des utilisateurs avec un mélange entre quel est son job et puis quelles sont, par exemple, ses peurs, ses anxiétés. Et dans la santé, ça, c'était vraiment utile pour arriver à identifier des moments, du coup, qui pouvaient être un peu stressants, par exemple, une injection ou une prise de médicaments. Et du coup, ces personnes-là qui avaient ces peurs ou ces anxiétés, on pouvait essayer d'adapter notre expérience et notre design là-dessus. Donc voilà. Donc pour répondre à la question, moi je pense que les deux se complètent bien. Après, il faut voir vraiment au cas par cas, et je pense que c'est possible de le combiner comme on peut en fonction du sujet, de l'expérience qu'on veut créer, quoi. Ok. Je vois Anaïs dans le chat qui dit faire un job to be done par persona. Est-ce que ça vraiment ça fonctionne comme ça? En fait, ce qui est intéressant, c'est que
on peut avoir le même job to be done qui est partagé par différentes personas. C'est un peu mon exemple de Margaret et Tim qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui ont le même job. Et puis, on peut aussi... En fait, c'est pour ça qu'il y a plein de combinaisons qui peuvent se mélanger. Et puis, je pense que l'éclairage de l'un peut aider à définir peut-être une persona. Ouais. Je sais pas, pour donner un exemple, par exemple, je sais que moi, je travaillais dans la santé, dans la fertilité. Donc, quelqu'un qui va faire un cycle de fertilité parce qu'elle a envie d'avoir un enfant, c'est un job to be done très différent de quelqu'un qui va être, par exemple, une donneuse d'ovocytes. Et donc, elles vont avoir des jobs to be done très différents, mais en termes de personnalité ou de peur et d'anxiété, elles peuvent avoir les mêmes freins. Et du coup, il va y avoir des choses qui se recoupent et des choses qui diffèrent. Donc, je pense que c'est juste un autre angle qui va apporter encore plus de richesse à nos jobs to be done. À nos utilisateurs, à la compréhension de nos utilisateurs, et du coup qui va nous aider à répondre au mieux pour créer une expérience. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné aussi un déclencheur, quelque chose qui fait que tu te dis là c'est pertinent d'utiliser les jobs to be done et là ça l'est moins, et donc juste la question se pose pas de savoir est-ce que ça va agrémenter mes personas? Est-ce que tout simplement on se dit pas à un moment donné là c'est pas le sujet, on n'est pas dans cette démarche de jobs to be done, c'est pas du tout ça qui nous intéresse sur ce projet. Et comment du coup tu peux justement te dire là c'est pertinent d'utiliser les jobs to be done? Je pense que job to be done c'est particulièrement pertinent quand on va travailler quand on va essayer d'innover en fait, quand on va essayer de trouver soit une nouvelle fonctionnalité, soit où on veut créer un nouveau produit ou répondre à un besoin auquel on n'avait pas répondu jusqu'à présent. Donc, c'est plutôt repartir de la compréhension plus profonde des utilisateurs. Et ça va être peut-être moins pertinent si on essaye d'améliorer ou de faire évoluer une fonctionnalité déjà existante. Gianni, j'espère que ça répond à la question initiale que tu avais posée, qui a été la plus votée. Je vois que Jérôme a posé une question qui est intéressante aussi. Jérôme Grondin, quelle méthode de collecte as-tu pu mettre en œuvre pour collecter les jobs? Donc, on pense à des ateliers, des interviews, etc. Et du coup, parmi toutes ces façons de faire, lesquelles fonctionnent le mieux? Sachant que, encore une fois, il faut relativiser un peu. Tu ne fais pas des jobs to be done depuis 40 ans, tu n'es pas l'inventeuse des jobs to be done. Donc, on est plus dans l'idée d'un retour d'expérience. Donc, de ton expérience, qu'est-ce qui t'a semblé être le plus pertinent? Oui, complètement. C'est important de le souligner. Je ne suis pas expert des jobs to be done. C'est simplement une méthode qui pousse à se poser des questions intéressantes. Donc, c'est ça que je voulais partager. Pour collecter, en fait, c'est ça la subtilité, c'est que comprendre le job, c'est quelque chose d'assez complexe. Et donc, du coup, c'est vrai que nous, ce qu'on a vraiment mis en place, c'est les techniques que j'ai partagées, c'est-à-dire essayer de comprendre un petit peu quel a été le parcours de la personne jusqu'à aujourd'hui. Donc, si je reprends mon exemple de la fertilité, par exemple, une personne qui vient faire un cycle de fécondation in vitro, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'elle a essayé de faire avant et du coup, quelles étaient ses alternatives et du coup, quel est son vrai job. Parce que c'est des questions un peu existentielles sur la santé, mais une personne qui veut avoir un enfant, peut y avoir plusieurs jobs to be done derrière, en fait. Il peut y avoir une envie de transmettre. Peut y avoir laisser une trace. Et donc, du coup, c'est pas les mêmes choses. Pour l'envie de transmettre, du coup, c'est vraiment le côté avoir quelqu'un à qui à transmettre quelque chose, mais ça peut être en concurrence avec de l'adoption potentiellement, même si c'est très différent comme processus. Alors que laisser une trace, presque, ça veut dire soit j'ai un enfant, soit j'écris un livre. Enfin, c'est des choses un petit peu comme ça. Et du coup, en creusant, on se rend compte qu'il y a des profils très différents de personnes qui viennent faire des FIV. Notamment, est-ce que c'est plutôt des femmes qui ont 42 ans, qui sont des femmes seules, qui savent ce qu'elles veulent et elles vont avoir un enfant seul? Est-ce que c'est des couples qui ont 35 ans, ils n'arrivent pas, ça fait 3 ans qu'ils essaient d'avoir un enfant. Tout ça, ça pose des questions en fait
qui doivent être explorées vraiment en termes qualitatifs dans des entretiens avec la personne. Ok. Et comment tu fais pour obtenir des réponses à des questions aussi intimes? Et ça rejoint d'ailleurs une question d'Amélie qui dit, et c'est une question qui est pertinente, je trouve, les gens, ils se souviennent, ou ils se souviennent, ou même ils savent quand et comment leur job a fait irruption dans leur esprit. C'est-à-dire même, c'est vrai que à cette question, pourquoi tu veux faire un enfant, des fois, ça peut être, la réponse peut être extrêmement compliquée parce que finalement, la réponse, même en tant qu'usager, on l'a pas forcément. Enfin, en tant que personne concernée, on n'a pas forcément une réponse. Comment toi, du coup, en tant que designer, tu peux obtenir cette réponse? C'est quoi la meilleure façon de faire? Là, il y a 2 points en fait dans ce qu'on se dit qui sont intéressants. Le premier, c'est et c'est quelque chose que j'ai pas mentionné encore, mais effectivement, pour que les gens se rappellent des détails, puisque les détails sont importants, c'est globalement très intéressant d'essayer de faire des interviews soit avec des gens qui viennent d'adopter votre produit ou qui viennent de s'inscrire dans les 30-45 derniers jours, donc c'est quelque chose qui soit assez récent, ou alors des gens qui ont décidé de ne plus utiliser votre produit, donc qui sont partis dans les 30 derniers jours. Ce qu'on appelle les switch interviews, je crois, c'est ça? Ouais. Et donc, du coup, ça va être des personnes dont pour qui c'est encore frais. Et du coup, ça va être des conversations plus précises. Ça, c'est clair. Donc, ça, je pense que c'est assez important. Le deuxième point sur les questions, en fait, c'est des questions assez intimes. Bon, là, en plus, vraiment, le sujet de la fertilité, il est très spécifique sur ce point-là parce que effectivement, c'est, je pense, une des choses les plus intimes. Et puis, c'est très, très fort émotionnellement. Donc, voilà, moi, j'ai eu des entretiens avec des utilisateurs où globalement, ils étaient très, très, très émus, quoi. Ça pouvait être en larmes quand on évoquait ces sujets-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas de méthode magique. C'est simplement arriver à créer, je pense, des environnements qui soient assez propres à la discrétion. C'est-à-dire ne pas leur donner rendez-vous en plein milieu d'un open space, je pense. Peut-être essayer d'aller les voir sur leur lieu aussi de vie. Ça peut les rassurer. Ils sont un peu dans leur cocon. Et c'est peut-être plus propice aussi à ces conversations-là. Bon, voilà. Après, je pense qu'il faut voir aussi en fonction des situations. Il n'y a pas de réponse. Mais d'ailleurs, c'est une question un peu taquine, mais qu'est-ce qui te fait dire du coup que dans ce cas-là, tu étais en train de faire des jobs to be done? Est-ce que tu n'étais pas juste en train de faire du design UX tout à fait classique où on demande aux gens finalement pourquoi ils sont là, comment ils le vivent, qu'est-ce qui te fait dire qu'à ce moment-là, c'est un job to be done, ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu te dis que tu es dans cette méthode à ce moment-là? En fait, la seule chose qui va vraiment différencier les jobs to be done, c'est l'intention qu'on va porter à la motivation profonde plutôt qu'au produit. Donc, c'est simplement que c'est des interviews qui vont être concentrées sur comprendre le parcours personnel de la personne, comprendre toutes les émotions qui se sont jouées et donc les forces contraires aux étapes clés du parcours. Et ça va nous éclairer sur ça. Mais il y a d'autres façons de le faire. Hein. Mais voilà, job to be done, c'est juste que c'est basé, ça se concentre vraiment sur cette partie-là qui est plutôt à quel moment ce job a émergé, qu'est-ce que j'essaye vraiment de faire dans le fond, quels sont les dilemmes internes auxquels je me confronte en termes notamment émotionnels, puisque je vais avoir de l'anxiété, mais en même temps de l'envie, mais en même temps de la peur, mais en même temps de l'attachement et tout ça. Et encore une fois, ça, c'est un outil qui va permettre d'éclairer certaines parties, mais qui se complète complètement avec d'autres façons d'interviewer. Ok. Je te lis une question de Clément. Alors, Clément Lemoine qui demande quels sont les indicateurs qui nous montrent que le job to be done pour un persona est le bon? S'il y a plusieurs jobs to be done, comment choisir le plus pertinent? Alors, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut en choisir un pour un persona, mais ça rejoint, je pense, ce que tu disais juste avant sur effectivement comment on peut lier persona et jobs to be done. Alors, je ne vous cache pas que on en avait parlé, on s'était dit que les questions allaient sans doute être très orientées sur ce genre de thématique. On voit qu'en fait, effectivement, les personas, c'est un peu central en design UX, même si c'est, on va dire, polémique.
mais ça reste un outil assez central. Du coup, je te laisse répondre à cette question. Quels sont les indicateurs selon toi? Ouais. En fait, c'est un peu ce que j'évoquais en dernier point, c'est-à-dire comment on fait pour mesurer qu'on a aidé la personne dans son job. Encore une fois, si je parle de mon expérience, dans la fertilité, si on se dit qu'un des jobs, c'est d'avoir la meilleure expérience de fertilité, ou en tout cas de définir une expérience de fertilité en termes émotionnels qui soit peut-être plus chaleureuse, plus personnelle, des choses comme ça, on va essayer de voir, par exemple, si on y répond mieux qu'une autre alternative, qu'une solution. Ça peut être une façon. En fait, les indicateurs, ils sont là pour arriver à voir si on est arrivé à notre objectif. Donc, en termes de stratégie, une fois que j'ai choisi mon job to be done, comme Couchsurfing par exemple, qui est de dire je veux créer des valeurs, enfin des moments qui ont de la valeur entre deux étrangers, comment je vais essayer de mesurer ça? Ça, c'est vraiment propre à chaque entreprise. Mais voilà, nous, par exemple, dans la fertilité, on avait défini, nous, la valeur qu'on veut apporter, c'est que l'expérience de fertilité qu'on crée, on veut qu'elle soit plus personnelle, par exemple. Et donc, quels vont être les indicateurs qu'on va mettre en place pour mesurer ce côté personnel? Ok. Clément, je ne sais pas si cette réponse te convient. Si jamais tu veux un complément, n'hésite pas à rajouter une question dans le chat. Vanessa, comment vendre cette approche? Ah, on est dans un autre registre. Comment vendre cette approche aux décideurs? J'entends déjà des clients me dire que je suis parti trop loin. Alors, je ne sais pas comment il faut le lire. Moi, je le lis, ils vont me prendre pour une dingue. Je suis... qu'est-ce que c'est que cette drôle d'idée, les jobs to be done, c'est un truc qui fait un job, et il faut trouver le job, machin. Est-ce que c'est pas un peu difficile à vendre? Comment tu fais, du coup, pour vendre cette approche aux décideurs? Typiquement, je pense que le job to be done, c'est presque quelque chose qui se market mieux que la persona ou les personas, parce qu'en fait, on voit directement le côté outcome, vers où on veut aller et quel est notre objectif. Donc, je pense que c'est quelque chose, en fait, qui permet aussi de s'aligner en termes de communication dans l'entreprise. Si on arrive à définir clairement, nos utilisateurs, ils ont un job to be done, c'est celui-ci. Et je pense qu'en fait, c'est un niveau de langage qui parle quand même plus ou moins à tout le monde. Donc ça, c'est un vrai plus du job to be done. Après, pour essayer de convaincre, il faut essayer de montrer peut-être la valeur que ça apporte. Et donc là-dessus, faut regarder aussi par rapport à ce qui existe, etc. Il faut pas essayer de réinventer la roue si on a déjà plein de personas en place qui font sens. De se dire on repart complètement sur job to be done. L'idée, c'est que peut-être ça va être un angle qui va venir, pourquoi pas valider les personas qu'on a déjà, ou en tout cas venir confirmer que le besoin, vraiment le besoin et la motivation profonde, c'est bien celle qu'on pensait. Ok. Pareil, Vanessa, si tu as envie d'un complément, moi il me semble que la réponse est assez complète, mais si tu veux un complément, n'hésite pas. Moi je rebondis juste de manière tout à fait personnelle, parce que là on rebondit assez vite sur les personas, c'est un truc qui vient... Moi je me souviens que déjà dans le podcast que j'avais écouté où tu intervenais, il y avait un truc qui m'avait vachement surpris, c'était cette idée de la concurrence d'un produit. Cette idée que la bouteille de vin c'est un concurrent de Netflix et que le mec qui est à la tête de Netflix, il s'interroge plus sur... est-ce que les gens vont aller sur Fortnite ou ou prendre un apéro, et non pas est-ce qu'ils vont utiliser Canal VOD plutôt que Netflix. Et je trouve que c'est intéressant parce que d'un seul coup, ça change le paradigme, par exemple, du benchmark. C'est-à-dire que quand tu fais un benchmark, finalement, tu peux te dire que tiens, je dois refaire Netflix, donc je vais voir Canal VOD. Non, finalement, peut-être pas. Peut-être que c'est pas ça qu'il faut aller voir. Est-ce que ça aussi, cette dimension-là de la rectification du paradigme du benchmark, c'est quelque chose qui existe dans le framework Jobs to be done? Oui, complètement. Ouais. C'est une idée forte de Job to be done, ouais. Et qui se traduit comment? Du coup, tu vas là, par exemple, typiquement sur un truc comme Netflix, tu irais, je sais pas, demander aux gens pourquoi vous prenez l'apéro, qu'est-ce qui est cool dans le fait de prendre un apéro, qu'est-ce qui est cool dans le fait de jouer à Fortnite ou Ouais, par exemple, là, on va pouvoir regarder qu'est-ce qui, un soir, a fait qu'on a décidé de prendre Netflix et qu'est-ce qui, un soir, a fait qu'on a décidé de prendre du vin. Et
façon de le faire, ça peut être remonter soit la timeline de la journée de la personne en se disant « Ah bah oui, mais c'était en fait une journée hyper stressante au travail, il y a eu plein de réunions tout le temps, du coup, j'avais pas du tout envie d'être devant un écran le soir, j'avais plutôt envie de discuter avec mon colocataire ou je sais pas qui. Et puis, il va y avoir des soirs où, au contraire, je sais pas, il y a d'autres forces qui ont joué et j'avais un super bon repas, j'étais tranquille chez moi, j'avais envie de regarder Netflix. Donc tout ça, ça va être vraiment, encore une fois, essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené à ce choix, à la fois en termes de différents événements et puis en termes de motivation et d'émotion. Ok, merci pour cette réponse. Important aussi là-dedans, c'est de se dire finalement, si j'ouvre mon spectre et mon benchmark et que je vois que mes concurrents, c'est pas seulement Canal VOD, c'est aussi la bouteille de vin, etc. Ça pose des questions en termes de, en termes de positionnement de mes messages, je vais pouvoir être plus percutant. En termes de positionnement prix aussi, je vais pouvoir me repositionner parce que si je me rends compte que, par exemple, j'étais prêt à payer super cher pour aller à une conférence et qu'en fait, là, c'est le Covid et je peux pas y aller. Si j'ai un webinar qui est payant, bah, peut-être que du coup, si l'alternative, c'était payer super cher cette conférence, bon, alors, OK, là, c'est pas pareil, c'est derrière une vidéo, mais j'ai potentiellement un positionnement prix qui va être différent que si mon alternative, c'était, je sais pas, lire un article et du coup, c'est gratuit, quoi. Oui, absolument. Effectivement, et là, tu es complètement dans le contexte, notamment au sein de Flupa, actuellement, on se pose la question et on se retrouve justement dans ce genre de cette façon d'aborder les choses, où effectivement, tu es obligé de te dire que de toute façon, toi, tu ne peux pas faire ton événement en physique, mais personne ne peut le faire. Du coup, cette concurrence-là n'existe plus, et la concurrence est devenue c'est une autre concurrence qui a changé. Ouais, exactement. Les gens se souviennent-ils facilement de quand et comment ça, on a déjà répondu à ça. Dans un contexte de produit B2B, comment peut-on appliquer les jobs to be done? Ouais, ça, c'est une super question aussi. Ouais. C'est vrai Merci, Caroline. Ouais. Sur l'aspect émotionnel, on pense plutôt à des cas B2C. Et sur l'aspect B2B, en fait, souvent, ça va être des émotions plutôt liées à asseoir sa crédibilité dans une équipe ou à montrer que qu'on fait bien son travail. Par exemple, s'il faut choisir un outil d'analytics différent, qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir tel ou tel outil? Et ben en fait, la façon dont on va la choisir, elle va être liée à notre envie aussi d'asseoir une crédibilité au sein de notre équipe, de montrer qu'on a bien fait notre recherche. Et du coup, si en tant qu'outil analytique qui veut se vendre, on arrive à améliorer la façon dont les gens peuvent comprendre facilement comment l'outil va être utilisé au sein de l'entreprise, ça va les aider à choisir ça, par exemple. Ok. Est-ce que tu crois qu'on a le temps pour une dernière question? Parce que ça fait 58 minutes qu'on a commencé. J'ai envie de te poser la question de David Jeanne. Salut David. On doit être vaguement en lien sur les réseaux parce que je vois bien qui tu es. Et puis j'ai regardé, David, il a fait avec son petit collectif, avec Emmanuel Marie-Véry et tout ça. Là, il avait fait des vidéos que tu as vues aussi, je crois, Solène. Les vidéos de Noël, je ne sais pas si tu vois. Donc, je ne sais pas si tu as vu celle sur la gamification. Très bonne vidéo, organisée par Flupa en décembre. Je vous invite à la regarder. Excellente vidéo avec beaucoup, beaucoup d'informations. Et David, il dit j'entends que Jobs to be done, ça signifie comment répondre à une motivation profonde. Ok. On parle donc de motivation intrinsèque. Alors attention, on rentre dans du technique, là. On est avec David, on est sur des trucs un peu techniques. Hein. Cela signifie que les jobs to be done ne peuvent pas être utilisés pour adresser des motivations extrinsèques. Et donc, ça ne serait pas un outil à utiliser pour travailler sur de la gamification. Alors, moi, ça me fait penser à comment on va trigger un job to be done. Comment on va avoir... donc ça, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire par motivation extrinsèque, mais... le fait, par exemple, de se dire qu'est-ce qui pousse quelqu'un à utiliser un réseau social? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se connecter sur Instagram? Donc, ça peut être une motivation qui va être j'ai envie de partager mes photos avec mes amis.
Mais en fait, on se rend compte que souvent les gens les phénomènes d'addiction viennent notamment du fait qu'il y a des facteurs externes qui vont nous pousser à faire ça. Il y a tout un livre écrit là-dessus qui s'appelle Hooked de Nir Eyal. Ouais, absolument. Où en fait, il explique que on a certaines motivations et certaines émotions qui vont être liées à des rewards. Donc ça, je pense que vous avez dû en parler. J'ai pas vu malheureusement celui sur la gamification, mais je vais le regarder. C'est dense, ça parle de beaucoup de choses. Alors effectivement, ça parle notamment de la motivation extrinsèque et intrinsèque de mémoire. Pour ce que j'en connaissais avant ça, les motivations extrinsèques, c'est celles qui sont... c'est le fait d'être motivé par le fait de faire comme les autres, d'être dans la norme sociale, de renvoyer une bonne image, etc. Et puis les motivations intrinsèques, c'est les motivations... tu m'arrêtes, David, si jamais je dis des bêtises. Les motivations intrinsèques, c'est des motivations qui sont en toi. C'est ce qui fait que tu te sens bien, ça t'apporte quelque chose. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, notamment tout ce qui est réseaux sociaux, ils l'ont bien compris, c'est comment ils vont réussir à créer à faire transvaser des motivations extrinsèques en motivations intrinsèques. Et qu'est-ce qui va faire que du coup, on est accro, en fait. Et donc, il y a plusieurs types de rewards dont ils parlent, donc les récompenses. Donc, il y en a une, c'est par exemple la reward of the tribe. Donc, c'est le côté, est-ce que ma communauté approuve ce que je fais? Donc, ça va être tout ce qui est like, etc. Et donc, en fait, pour passer de l'un à l'autre, de l'extrinsèque à l'intrinsèque, il va y avoir tout un système par exemple, de notifications ou de choses qui vont nous rappeler et qui vont ancrer dans notre quotidien ces habitudes tellement fortes que, du coup, le matin, la première chose qu'on fait, c'est ça. C'est, est-ce que la photo que j'ai postée hier, j'ai eu des likes et du coup, donc, c'est une motivation extrinsèque qui devient intrinsèque. Après, est-ce que c'est un job? Je ne sais pas. Je crois parce que j'essaye de comprendre la question de David, je vois bien que c'est pointu, et j'avoue que je suis fatigué, donc la question est longue, j'ai du mal à... Mais en fait, je crois que la question, c'est un job to be done, c'est essayer de comprendre ce que les gens ont au fond d'eux, un truc un peu comme ça, un peu hyper intime, mais finalement, est-ce qu'on peut réussir à leur faire dire, à leur faire dire que finalement, s'ils sont là ce soir, ces usagers en train de suivre ce webinaire, c'est pas parce qu'ils ont envie de suivre un webinaire, c'est juste qu'ils ont envie que les autres voient qu'ils sont là et que du coup, ils font partie de la communauté. Donc, ouais. Est-ce qu'on arrive dans les jobs to be done à choper cette motivation-là, qui est cette motivation extrinsèque? Je suis désolé, David, si j'interprète mal ta question. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est ça que ça veut dire. Moi, je pense qu'en tout cas, on a les outils pour ça, puisque, par exemple, les cas de force, encore une fois, qu'est-ce qui va me pousser, qu'est-ce qui va me retenir? Dedans, ça peut être des choses intrinsèques ou extrinsèques. D'ailleurs, ouais. Enfin, j'ai pas mal d'exemples qui me viennent, mais du coup, je pense que oui, on peut. Faut réfléchir, mais ouais. Ok. Donc, on pourrait poser la question, là, ceux qui sont venus juste pour se la raconter, quoi, pour dire ouais, moi je suis un designer UX, donc forcément je suis là parce que c'est la conf de l'année, c'est celle qu'il ne faut pas rater, donc je suis venu. Ceux qui sont venus pour ça, dénoncez-vous. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Est-ce qu'on dit aux gens comment tu pourrais obtenir là, cette réponse? C'est hyper dur d'obtenir une réponse sur une motivation extrinsèque. En plus, les gens n'en sont pas forcément conscients. En fait, encore une fois, c'est ça aussi qu'il faut comprendre avec les jobs to be done, c'est que c'est assez complexe. Tu as des choses contradictoires tout le temps. Donc, ça peut pas être des statistiques, ça peut pas être un truc très... ça rentre pas dans une fiche Excel, quoi. C'est pour ça qu'on part plutôt sur l'idée des histoires, parce que notre but, ça va être vraiment de comprendre la complexité de chacun, le fait qu'à un moment, il y a un push, mais il y a aussi un pull, donc c'est des trucs un peu contradictoires, quoi. Et en fait, ton objectif, ça va être de collecter plein d'histoires qui sont très précises en termes de contexte et presque personnelles, en fait. Mais après, ensuite, de voir comment tu peux retrouver des choses qui se recoupent. Et c'est là que tu vas toucher vraiment du doigt ton job to be done. Mais donc là, je ne sais pas si on est 100, il va y avoir 100 histoires différentes, en fait. Ouais, tout à fait. Et c'est là où, du coup, et ce sera peut-être la conclusion de cette conf, c'est là où on voit que si on cherche un peu rapidement de la documentation sur les jobs to be done, on va trouver quelque chose
qui est de l'ordre de l'opérationnel, du fonctionnel, de l'innovation, des choses un peu concrètes, on va dire. Et puis, en fait, quand on commence à en parler, un petit peu comme on vient de le faire là, on est effectivement complètement dans ton thème de l'émotion, de l'histoire de chacun, du parcours individuel, de la motivation intrinsèque, profonde, et puis de la motivation extrinsèque, qui est parfois encore plus difficile à révéler que la motivation intrinsèque. Donc, je crois que ça montre bien qu'effectivement, c'est pertinent de parler peut-être de jobs to be done quand on est designer UX. En tout cas, pour révéler toutes ces choses qui, effectivement, c'est pas forcément quelque chose que l'utilisateur va nous dire. C'est pour ça que c'est important d'arriver dans nos interviews, par exemple, à recueillir tout un tas de détails qui va ensuite faire émerger les choses. Mais où vous étiez, avec qui, qu'est-ce que vous faisiez avant par exemple, le jour où vous avez acheté votre matelas, qu'est-ce que vous avez acheté en même temps c'était quel jour, la semaine, le soir, voilà. En fait, tout ça, ça va amener la personne à se rappeler aussi, à se remettre en contexte et à se dire « Ah oui, non, mais c'est vrai qu'en fait, du coup, à ce moment-là, j'étais un peu frustrée ou j'étais stressée, etc. » Donc, c'est aussi, on va le guider. On ne peut pas arriver en lui disant « Bon, alors, c'est quoi tes motivations ?» Ou alors, on peut, mais ça va être peut-être un premier niveau et il va falloir creuser derrière, quoi. Ouais, il faut y aller, faut y aller tranquillement. Pour finir, je te pose juste une dernière question, parce que je vois que ça revient à différents endroits. Notamment, je vois Anthony. Salut Anthony, si tu es bien le Anthony à qui je pense, je suis content de te voir. Anthony qui demande, pour creuser cette méthode, est-ce que tu aurais des conseils de sources d'infos, des ressources, et j'ai vu, je crois, dans le chat, quelqu'un qui pose une question assez similaire. Bon, je ne la retrouve pas, mais c'était assez similaire. Je pense pour... moi, le livre Competing Against Slack de Christensen, c'est vraiment celui que je recommanderais sur le sujet. Parce que moi, c'est vraiment celui-là qui m'a permis de découvrir un petit peu les jobs to be done. Donc ça, c'est plus pour se familiariser. Et après, si on veut rentrer plus sur des cas précis ou des questions un peu plus précises, il y a un site qui est du coup créé par l'autre auteur, Alan Clément, qui s'appelle Jobs to be done, donc c'est JTB, TBD, pardon, info. Et là, en fait, tu as plein d'exemples assez concrets. Ouais, il y a des frameworks, il y a des choses comme ça. Parce qu'on n'en a pas trop parlé, on n'est pas rentré dans cette dimension-là, mais évidemment, comme dans toutes les méthodos, c'est très packagé. En tout cas, par certains aspects, c'est très packagé. On n'a pas parlé de tout. Donc, tu as parlé des switch interviews. Il y a les job maps. Il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce truc qui ressemble un peu à des user stories. Il y a tout un tas de trucs qui existent. Il y a beaucoup de ressources. Et puis, il y a notamment une conf qu'on peut trouver sur YouTube d'une nana, je suis désolé, j'ai oublié son nom, sa conf est pas mal, où elle fait un retour d'expérience, où elle explique justement comment on utilise une job map. Oui, il y a quand même pas mal de ressources, donc ça, c'est chouette. Et puis, il ne faut pas hésiter, si vous-même, vous le mettez en place, à partager votre retour d'expérience, quoi. Je vous invite également, je crois que le lien est passé dans le chat, à aller écouter en complément le podcast Product Squad d'Axel Souria, qui traitait en novembre du même thème avec la même personne, Solène. C'était déjà excellent. Il y avait beaucoup de choses qui ont été dites. Je crois qu'il y avait des choses qu'on n'a pas abordées ce soir qui étaient abordées dans le podcast et inversement. Donc ça se complète assez bien. On en est à 1h08 de conf. Merci Solène, c'était hyper intéressant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je prends juste 15 secondes pour voir un peu ce qui se dit dans le chat. J'espère que ça vous a plu à tous. Vous avez été hyper nombreux ce soir. Donc, ça montre encore une fois que le sujet intéresse les gens, intéresse la communauté FLUPA, la communauté du design UX. Bonjour Laurence, ça fait plaisir de voir des noms qu'on connaît. Victor, salut.
beaucoup de gens de la communauté, puis des gens aussi un peu, je vois de la psycho, je vois beaucoup de choses. Ok, c'est cool. Merci à tous d'être venus. Merci Gianni, merci Angie. Ouais, merci beaucoup. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à suivre les actualités de Solène. Je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on la voit, je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'elle intervient pour parler de ses expériences, toujours riches. Merci Solène, je crois qu'on va s'arrêter là, je te laisse le mot de la fin. Non, bah écoutez, merci à tous, merci à toi Sébastien, et puis merci à la FLUPA, merci à tout le monde ce soir, et puis encore une fois, c'est vraiment une introduction et enfin intéressée et ravie d'échanger toujours sur ce sujet que je trouve infini et qui peut amener beaucoup de réflexions intéressantes. Merci à toi Solène. Je vais couper. Vous pourrez retrouver cette vidéo en replay d'ici peu de temps, vu que vous êtes inscrit, donc vous allez avoir un accès privilégié, je crois, dans 1 heure ou quelque chose comme ça. Et puis de toute façon, cette vidéo finira sur YouTube, sans doute d'ici demain ou après-demain. Merci à tous, merci Solène, merci, c'était vraiment très cool. Au plaisir de se revoir. À bientôt. Bonne soirée à tous, au revoir.